Bienvenue dans cette vidéo de l'exercice numéro 2. Donc nous allons voir aujourd'hui un petit peu comment nous pouvons modéliser différentes choses. Nous allons aussi discuter des choix esthétiques par rapport à ce projet, ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons peut-être optimiser notre travail de manière à avoir un meilleur résultat et aussi une petite mise au point par rapport au cours proprement dit. Laissez-moi vous montrer ceci, parce que oui, effectivement, avoir des vidéos à disposition ne vous dispense pas de venir au cours, parce que quelque part, c'est quand même intéressant de venir un petit peu montrer votre bouille, histoire que je sache un petit peu ce que vous faites, montrer ce que vous faites, ce que vous avez compris, venir poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris, et me donner un petit peu de matière à pouvoir un jour me dire que oui, vous avez réussi ce cours et que je peux vous donner une certaine cotation, parce que c'est un peu ça l'idée aussi. Donc moins je vous vois, moins j'ai cette tentation de vous faire réussir. Plus vous venez, plus vous posez de questions, ça je vous l'ai déjà dit, et plus vous avez de chances que je me souvienne que vous existez. Donc, n'hésitez pas à non seulement regarder les vidéos, à faire les exercices, c'est très important, mais aussi à venir au cours et venir avec des questions éventuelles par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous avez vu. Bien, donc parlons un petit peu maintenant de comment nous pouvons envisager de travailler sur ce projet et quel choix esthétique on pourrait faire pour dire de ne pas avoir trop de mal et pouvoir être sûr de finir ce travail dans un temps raisonnable. Il existe un style en 3D qu'on appelle le low poly. Donc le low poly, c'est ça. On voit très fortement la structure de chaque objet. Donc c'est un peu exagéré. Ici, on voit comment une construction, une fois qu'elle sera texturée, alors qu'elle est fort simple, pourrait apparaître déjà un petit peu plus intéressante. Là, on se rapprochait peut-être de quelque chose d'un peu plus intéressant, où on a quand même un peu de détails. Et si je vais encore un peu plus loin, on voit qu'ici, avec les textures, ça commence doucement à prendre vie. Le meilleur exemple étant sans doute celui-ci, où on a cette bibliothèque et où tous les objets sont assez pauvres en polygones, mais sont texturés, disons ont le strict minimum nécessaire pour que ce soit quand même assez intéressant et assez efficace au niveau de la modélisation. Notre exemple ici, où on a quelques petites choses qui peuvent être intéressantes. Évidemment, ça sous-entend un peu de problématique pour tout ce qui est fumée et autres, mais on peut envisager ça éventuellement autrement pour obtenir un résultat peut-être un peu plus sympa. Si je continue l'exploration, je vois ici, donc c'est du low poly, mais ça n'empêche que avec des textures adaptées, on peut finalement donner l'impression qu'on a quelque chose d'un peu plus riche. Ce qui est encore plus vrai quand on utilise ce qu'on appelle les normal maps. Donc ici, si vous regardez le côté low poly, peu de polygones, effectivement. Donc il y en a un peu plus que ce qu'on a vu jusque-là, mais pas tellement finalement. Et on a énormément de détails. Mais tous ces détails sont dus à une technique qu'on appelle la normal map. Ceci est une normal map. Et donc ceci n'est jamais qu'un plane. Ce n'est jamais que une surface avec 4 sommets, 4 edges, une surface, une face, et avec cette texture mise dans un canal spécial qui est le canal de la normal map, eh bien on a cet effet où on a vraiment l'impression que ça a été modélisé en détail, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et donc voilà un petit peu les techniques qu'on pourrait utiliser histoire d'obtenir certains résultats. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Je vais vous montrer quelques moyens de modéliser dans Blender et de voir après comment on peut les utiliser dans ce que nous allons utiliser comme logiciel pour faire notre interactivité, vraisemblablement ce qui correspond à ce que vous voyez ici. Donc ça c'est l'interface de Unity. Il y a de grandes chances qu'on utilise celle-là finalement parce que quelque part ça va être le plus simple et le plus direct pour obtenir un résultat intéressant. Bien, donc fermons tout ça et ouvrons Blender.
Donc Blender à la date du 5 décembre. Si vous le téléchargez à la date du jour, aujourd'hui ou demain ou je ne sais pas quand, vous allez avoir forcément une autre date, mais peut-être que vous aurez ce petit souci que j'ai eu, qui est que lorsque je veux rentrer en mode sous-objet, donc c'était le cas que j'avais avec cette version-ci, quand je rentre en mode sous-objet, ici je ne rentrais pas directement en edit mode, donc, mais j'avais ce qu'on appelle un paille menu. Alors le paille menu, c'est quoi? C'est quand je vais dans les préférences et que dans les inputs, j'active ce tabulation paille menu, save préférences, voilà, je fais tab, voilà, ceci est le paille menu. Si vous n'avez pas ça, très bien, enfin moi c'est à vous de voir. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'activer ou le désactiver dans les préférences. Maintenant, si jamais vous avez ce menu qui arrive, quoi qu'il advienne, que vous l'ayez activé ou pas dans les préférences, voici le truc pour vous en sortir. Donc vous allez fermer Blender, vous allez aller dans votre système. Donc là je suis sur PC et sur Mac, ça doit être fort semblable. Donc il faut trouver l'utilisateur. Donc dans le cas d'un PC, on va sur le disque C, dans utilisateur, marque dans ce cas-ci puisque c'est mon utilisateur, il faut aller dans le dossier AppData. AppData, donc c'est pour l'afficher, c'est un fichier caché. Vous voyez, il est un petit peu effacé. Donc dans affichage, vous devez cocher l'élément masqué pour le voir apparaître. Dans ce AppData, vous allez dans Roaming. Et dans Roaming, vous avez Blender Foundation. Et vous déletez le dossier Blender. Vous le mettez à la poubelle. Voilà. Ce que ça va faire, en fait, ça va effacer vos préférences utilisateurs. Donc, quand vous allez rouvrir Blender, il va falloir refaire vos préférences utilisateurs. Donc, je vais encore une fois le remettre à la taille de ma capture. Voilà, voilà, voilà. Hop, donc je vais retourner dans mes préférences et je vais refaire un peu mes préférences. Donc je dois recocher là où ça m'intéresse. Pour rappel, donc la case, les cases ici de la colonne du milieu sont très intéressantes. Input, je veux émuler le numpad, je veux effectivement choisir left. Moi, ça ne m'intéresse pas le paille menu, c'est pas ma tasse de thé, à vous de voir. Pour le spacebar, je préfère search. Comme ça, si je cherche une fonction, eh bien, je n'ai qu'à appuyer sur la barre d'espace. Comme on ne va pas vraiment utiliser l'animation de manière flagrante, on n'aura pas besoin de faire le play, je ne pense pas que ce soit très utile. Le turntable aussi activé dans le rotation style parce que c'est quand même intéressant. Et au niveau du système, en général, je vais activer l'OpenCL et ici, donc j'ai un i3 8100 CPU à 3 Go 6. Et donc je vais activer aussi ce processeur qui va aider la carte graphique et ils vont s'aider mutuellement pour accélérer le calcul. Alors, le reste, on s'en fout un peu. Je vais surtout sauver ses préférences. Et en ayant sauvé ses préférences, je vais recréer le dossier Blender qui était dans ce fameux AppData, Roaming, etc., etc. Voilà, je peux fermer mes préférences. Et donc maintenant, quand je viens en tabulation, eh bien, si j'avais le paille menu, je ne l'ai plus. Je suis directement en edit mode. Encore une fois, si maintenant votre trip c'est de jouer avec ce paille menu, vous n'hésitez pas à revenir dans les préférences et dans le input, aller activer ce tab. Mais maintenant vous avez le choix. Ok, donc nous sommes dans cette interface et je vous montrais tout à l'heure quelque chose qui était assez intéressant au niveau de la bibliothèque ici. Prenons l'exemple par exemple de ces chaises et ces tables et ces petites lampes. Voyons un petit peu comment nous pourrions faire ça assez directement en travaillant avec ce qu'on appelle le box modeling. Donc ceci est un cube, c'est une box et on va partir de là pour faire un petit peu nos différents objets. Le box modeling n'est pas uniquement limité au cube, c'est un principe de partir de primitives pour obtenir un résultat.
Alors, nous allons donc d'abord nous occuper de l'assise. Donc ça veut dire que nous allons écraser ce cube et je vais faire un scale, un S, Z. Pourquoi SZ? Parce que je vais uniquement le faire sur l'axe des Z. Alors je peux activer l'outil de scale ici et aller commencer à l'écraser. Ouais, ou je peux faire SZ et c'est pareil. Je bouge ma souris et c'est le raccourci clavier. Donc c'est les deux possibilités pour agir. Z, voilà. Je vais me rapprocher. Je vais aussi déplacer. Alors déplacer, donc c'est cet outil-là. S, ça fait le scale. R, ça fait la rotation. Ce serait bien si j'avais aussi un raccourci clavier pour pouvoir activer ce gizmo qui me permet de facilement déplacer les objets. Donc je vais faire ça en cliquant droit sur mon outil et en assignant un shortcut. Donc je vais cliquer sur Assign Shortcut, je vais placer ma souris sur la barre grise qui est là et je vous propose la flèche vers le haut du clavier. Donc maintenant, si je suis en mode de sélection, par exemple, j'appuie sur la flèche haut du clavier, et bien voilà, c'est fait. Alors si je ne sauve pas mes préférences, et bien la prochaine fois que Blender va se lancer, je n'aurai plus ce shortcut, ce qui est un peu dommage parce que c'est tellement pratique. Enfin moi je trouve, à vous de voir, vous pouvez en mettre un autre si vous voulez, mais faites attention, certains shortcuts sont déjà pris par des fonctions qui sont codées dans Blender, genre par exemple le S pour le scale, le R pour la rotation et ce genre de choses. Donc, si je fais mon petit SZ pour un petit peu encore affiner la chose et que je fais un petit CTRL R, non, ça doit être en mode sous-objet, pardon, tabulation, CTRL R pour rajouter une division, je vais pouvoir maintenant, donc, quand je dis une division, c'est un loop cut, vous aurez compris, je vais pouvoir, en passant en mode face, sélectionner cette face, l'extruder. L'extrude automatiquement est contrainte sur l'axe Z, enfin de l'axe perpendiculaire à la face qui est extrudée. Donc je peux la déplacer directement et je reviens avec ma petite flèche. Oui, et voilà, ça ne marchera pas en mode sous-objet parce que il me faut aussi lui faire le même raccourci. Donc encore une fois, je vais sauver mes préférences pour être sûr que la fois prochaine, ce sera fait. Et donc si maintenant j'appuie sur ma flèche, voilà, ce raccourci là. Donc que je sois en mode objet ou en edit mode, évidemment, je dois réajuster un petit peu mes raccourcis parce que chaque état a ses propres raccourcis. Encore une fois, vous pouvez commencer à jongler sur différentes choses, mais faites attention, il y a des lettres qui sont déjà prises et donc ça ne marchera pas, il refusera de les assigner et votre shortcut ne fonctionnera pas ou ça fera quelque chose qui ressemblera à un conflit et c'est pas une bonne idée. Donc j'ai ce siège maintenant qui est fait. Je vais m'occuper de faire les pieds et les accoudoirs. Donc pour ça, je vais sortir de l'édition de cet objet-là et je vais créer un nouvel objet. Donc je vais rajouter un cube. Je vais changer sa taille. Ce cube, je vais directement aller le placer au bon endroit. Alors quelque chose d'intéressant maintenant, quand je passe en vue front, donc en tapant 1 sur le clavier numérique, eh bien je suis automatiquement en orthographique. Donc avant, dans les versions précédentes et aussi dans des versions précédentes de Blender 2.8, quand on tapait 1, on devait quand même encore repasser en mode orthographique. Maintenant c'est automatique, ça c'est très très pratique. Donc je suis avec mon pied qui va être bien au sol. Alors je vais encore changer un petit peu sa taille et le replacer. Voilà, donc en cliquant sur le carré vert, je peux le déplacer aussi bien en X qu'en Z en même temps. Voilà, et je vais revenir dans mon mode perspective. Donc vous voyez aussi, chose très intéressante, dès que je pivote ma vue
je reviens systématiquement en perspective. D'ailleurs là, je vais me placer dans la vue de côté, 3, sur le clavier numérique. Et donc, je vais pouvoir me déplacer pour le mettre vers le coin, ici, le bout de l'assise. Ok, donc je l'ai placé correctement. Je reviens dans une vue perspective. Je passe en sous-objet. En mode face, je sélectionne la face du dessus et je l'élève. Oups, je suis parti à l'ouest. Je l'élève sur l'axe des Z. Et je vais aller à peu près jusqu'ici. Je vais repartir une autre extrusion. Enfin, une extrusion plutôt. Voilà. Ici, je sélectionne la face qui se trouve sur le côté. Je vais l'extruder. Une deuxième fois pour créer la possibilité de me refaire un pied. Hop, 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 pas trop vite. Extrudons, E pour extruder. Voilà, je me replace dans ma vue 3, donc ma vue de côté, et je peux venir mettre le pied au sol. Je vais le mettre légèrement en avant, et tant que j'y suis, je vais sélectionner l'autre surface 3, et je vais la mettre un peu plus en arrière, comme ça. C'est assez sympa. Je vais rester, non, je vais aller sélectionner l'edge ici, 3, et je vais remettre ça dans l'alignement ici. Donc je repousse un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Enfin, encore que ce que je pourrais faire ici, ça pourrait être aussi intéressant pour le style. C'est plutôt revenir en mode face et refaire une petite extrusion. Et hop, une petite extrusion. Un petit scale pour changer un petit peu la taille. Voilà. Oh, mais comme c'est mignon. Donc, voilà un petit... enfin, il y a un coudoir et 2 pieds. Alors, l'idée, c'est que je veux exactement la même chose de l'autre côté et je ne vais pas passer mon temps à refaire ces opérations parce que c'est tellement plus simple d'utiliser un miroir qui va automatiquement le faire de l'autre côté. Mais avant d'utiliser ce modifieur, de rajouter cette propriété sur cet objet, je vais d'abord m'arranger pour que le point de pivot qui pour le moment est situé à cet endroit-ci soit au centre de ma scène. Et c'est très bien que j'aille modéliser ici au centre de la scène parce que ça va permettre au miroir de fonctionner encore mieux. Donc il va fonctionner par rapport à l'axe Y et il va le faire sur l'axe des X en ce qui me concerne parce que j'ai modélisé dans ce sens-là. Je suis ici avec l'axe Y qui va d'avant en arrière et l'axe X qui va de gauche à droite et inversement. Et donc, si maintenant j'applique, donc apply la position, location, en même temps, en tant que j'y suis, je vais aussi appliquer la rotation and scale. Donc, ce rotation and scale, c'est un petit peu le truc qui va dire à Blender, ok, voilà, c'était un cube, je l'ai transformé, maintenant c'est autre chose, oublie que c'était un cube. Donc voilà, il va oublier que c'était un cube, et ça me sera très utile si jamais je veux faire un dépliage UV de cet objet. Ce que la plupart du temps, je vais avoir envie de faire d'ailleurs. Vous avez vu ça avec le smartphone, et ben c'est pareil, on va faire quelque chose, mais sans peut-être passer du temps à commencer à sélectionner tous les edges, etc. On va plutôt faire ça automatiquement. Donc, j'ai maintenant mes pieds et je vais rajouter un miroir. Donc, je suis en mode objet parce que c'est en mode objet que ça se passe. Je vais ajouter un miroir. Mon bon miroir, voilà que ça marche tout de suite et on n'en parle plus, c'est génial, c'est incroyable. J'ai ma chaise. Alors, pour le moment, j'ai l'impression d'avoir effectivement les 4 pieds et les 2 accoudoirs, mais il n'en est rien. Tant que je n'ai pas appliqué le miroir, pour le moment, c'est un reflet, hein, comme dans un miroir. Donc, si je l'applique, mon miroir disparaît, mais mon objet reste bien parce que maintenant, effectivement, c'est devenu un objet à part entière. Le reflet est sorti du miroir et est devenu réalité. Voilà. Donc, j'ai 2 objets, je ne veux en faire qu'un, je vais les joindre. Joindre, ça commence par J, et bien, CTRL J, et je joins mes 2 objets.
ou sinon je vais dans Objet, Join, voilà, et j'ai le raccourci clavier pour la fois suivante si j'ai envie d'utiliser le raccourci clavier pour aller un peu plus vite et d'être un peu plus efficace dans mon travail. Et bien voici, j'ai une chaise, hein, comme quoi il y a moyen de faire assez facilement une chaise. Je vais la mettre légèrement sur le côté et je vais repartir avec un cube. Et cette fois-ci, on va faire la table. Et la table, ça va être encore plus simple. SZ pour me faire la surface de la table. SX pour faire une table qui ne soit pas trop petite. SY pour dire de... Alors tout ça, j'aurais pu le faire en une fois, le SX et Y en même temps, mais moi j'aime bien séparer les deux. Donc je vais un petit peu l'élargir pour que ça fasse un peu de table. J'essaye de voir que ce soit relativement proportionnel par rapport à ma chaise. Donc je vais aussi changer la taille, voilà. Alors au niveau de l'épaisseur, ouais, je vais redescendre un petit peu. SZ, voilà, je monte la table. Alors, si vous voulez commencer à rentrer des chiffres, l'assise d'une chaise est à 43 cm, la hauteur d'une table c'est en général 75 cm. Enfin voilà, si vous voulez vous amuser à ça, vous pouvez. Moi je le fais à l'œil et j'aime ça. Donc, ce que je vais faire pour cette table, c'est lui laisser un petit rebord. Et donc, je vais venir en mode sous-objet, donc en Edit Mode. Je vais sélectionner la face inférieure et je vais faire un Inset I. Inset, c'est une face sur une face. Je pense, c'est ce qu'on avait... Non, on n'avait pas fait ça dans le téléphone, mais donc, ici, je rajoute une face sur la face. Donc c'est un peu où on peut dire que je fais aussi un cadre. C'est un peu le même genre d'idée. SX pour rendre les choses un peu plus proportionnelles. Voilà. Et je vais extruder ça. Je le descends un peu. Donc ça va faire en fait le support de la table. Donc je suis reparti pour faire un inset. Alors, je vais regarder l'épaisseur au niveau de la longueur. Ici, voilà, je veux cette épaisseur-là. SX. Et je vais essayer de retrouver quelque chose de semblable. Mais vous savez que j'aime bien ne pas avoir des choses qui sont trop précises. Alors, je vais extruder vers l'intérieur. Voilà. Je ne vais pas trop loin parce que l'idée, c'est pas de transpercer la table non plus. Donc, à la limite même, cette face-là ne sera jamais vue, parce que, à moins qu'on ne vienne se promener en dessous de la table, mais s'il n'y a aucune raison d'aller en dessous de la table, je n'ai pas besoin de cette face. Et toutes les faces qui ne sont pas vues, on s'en débarrasse. X, face. Alors, la seule chose que je peux peut-être garder, c'est vrai que j'aurais pu garder ça, mais je vais le refaire ici. Je vais sélectionner mes edges. Alt enfoncé, je clique sur une des edges pour les sélectionner toutes. Extrude, donc E, directement S, et je vais resserrer un peu vers l'intérieur. Donc comme ça, ça permet d'avoir une petite surface qui reste un petit rebord, on va dire. Ça peut être intéressant quand même, ce petit rebord. Alors, pas de... Ok, c'est bien ça, c'est un petit rebord qui va rester là. Juste parce que dans certains cas, c'est intéressant d'avoir un retour ici vers l'intérieur, au cas où quand même, j'aurais besoin qu'on voit légèrement sous la table. Ok, donc, je vais faire les pieds. Les pieds, ça va être aussi très très simple. Je vais faire un cube. Donc, je reviens en mode objet. Je rajoute un autre objet, un peu comme ce qu'on a fait pour la table. Je rajoute un cube. Évidemment, ce cube ne va pas être aussi gros. Voilà, me placer dans la vue latérale. On va le faire un peu plus petit. Vous pouvez vous aider des carrés ici de la grille pour déterminer des valeurs. Si vous voulez encore une fois jouer à ce jeu-là. Donc je vais me remettre de face, placer le pied là où il doit être, genre ici. Voilà. En mode édition, donc sous objet, je vais aller sélectionner une face.
Et cette face, je vais la faire rentrer le plus loin possible. Mais l'idée, c'est que cette face va se retrouver à l'intérieur de la table. Et c'est une très mauvaise idée de la laisser. Donc si vous regardez ici, est-ce qu'on va se rapprocher? Voilà. Donc elle va se retrouver, mettons ici, voilà, à l'intérieur de la table. Et une face à l'intérieur d'un objet, c'est jamais une très bonne idée parce que toutes les faces ont tellement envie d'être vues par la caméra que ça va poser problème. D'ailleurs ici, il faudrait que je la repousse un petit peu pour qu'elle soit à l'intérieur. Je vais aussi la remettre un peu plus sur le coin. Je vais bouger ce pied parce que là, c'est un pied qui va se casser la figure. Je vais le remettre un peu plus sur le bord ici et je bougerai l'autre face en dessous aussi. Hop. Je vais la bouger sur l'axe des X pour avoir un pied qui ne soit pas super droit et légèrement penché. Voilà, qui est très bien. Et donc la face, revenons à notre histoire ici de face. Je vais activer la vue transparente là, donc le X-ray. Et donc je vais enlever cette face parce que avoir une face à l'intérieur d'un objet, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Encore une fois, c'est l'histoire des faces qui veulent absolument être vues par la caméra. Donc j'ai ce pied et bien sûr je voudrais que il soit aussi un petit peu, tiens, par exemple, déplacé, comme ça je l'ai vraiment bien avec une angulation un peu intéressante, peut-être un peu trop quand même. Resserrons. Voilà, presque droit, mais pas tout à fait droit. Ok. Et donc l'idée, c'est que je veux le même de l'autre côté, et ainsi de suite. Eh bien, je vais encore une fois jouer des miroirs. Donc, je vais sélectionner cet objet. Je vais appliquer sa position, objet, apply location, et je vais faire un miroir. Cette fois-ci, pareil, sur l'axe des X, parfait, et un deuxième miroir. Je rajoute un autre miroir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce miroir ne va pas être sur l'axe des X, mais l'axe des Y. Et vous voyez qu'il multiplie le résultat du premier miroir, parce que ce miroir vient après. Donc le miroir Y vient au-dessus du miroir X. Si vous fermez un petit peu les tiroirs ici de ces modifieurs, donc en cliquant sur le petit triangle qui se trouve dans la case ici au-dessus, vous voyez que j'ai deux miroirs, un au-dessus de l'autre. Ça veut dire qu'il y en a un et puis un autre au-dessus qui intervient. Donc le dernier modifieur que j'ai ajouté dans ma pile se retrouve au-dessus. Pas en dessous, au-dessus. Parce que je les empile un au-dessus de l'autre. Et si j'ai envie d'avoir une modification dans l'ordre, j'ai des flèches ici pour les descendre ou les monter dans la hiérarchie. Si je me disais, ce miroir-là, ce serait mieux s'il était avant que ce miroir-là. C'est vraiment pas le cas, donc on laissons ça comme ça. Mais dans certains cas, les modifieurs, il est intéressant de les mettre dans un certain ordre. Genre, par exemple, si je veux subdiviser, vous vous rappelez, la fois dernière, pour le téléphone, on a subdivisé les surfaces. Si je veux subdiviser, mais que je veux aussi faire un miroir, peut-être que je veux d'abord faire le miroir avant de subdiviser. Si j'ajoute le miroir après la subdivision, j'ai peut-être envie de, par exemple, d'abord subdiviser et puis faire le miroir. Donc je vais bouger de place la subdivision par rapport au miroir. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc on verra à l'occasion si on est confronté au problème. Mais en attendant, voilà ma table. Et encore une fois, je vais sélectionner, je vais appliquer ces différents miroirs. Je vais sélectionner les deux objets, CTRL J, et voilà, j'ai un seul objet. J'ai ma table, j'ai ma chaise. Quand j'ai une chaise, j'en ai autant que je veux, puisqu'il suffit que je fasse, un Shift D, pardon, pas CTRL, Shift. Et voilà que j'ai deux chaises. Alors vous me dites, ouais, on aurait pu faire un miroir, oui, mais dans ce cas-là, elles auraient été liées. Et si j'ai envie de les déplacer l'une par rapport à l'autre, ça aurait été plus difficile. Donc, plutôt que de faire un miroir, dans ce cas-là, je multiplie. Genre, je vais encore en faire une de l'autre côté. Donc, ça va faire Shift D. Je la déplace sur l'axe des Y et elle doit être à 180 degrés. Donc, R, Z, et je tape 180
sur mon clavier numérique, Enter, et voilà que c'est fait. Donc RZ 180, et donc je fais une rotation sur l'axe des Z de 180 degrés. C'est trop pratique. Donc Shift D, hop, je déplace RZ 180, voilà. Alors évidemment, ça marche à 180 degrés, ça marche aussi à 5, 6, 7, 8, autant de degrés que vous voulez. Ça, évidemment, c'est toujours le chiffre que vous allez rentrer va déterminer l'angulation que vous allez choisir. Ça marche pour éventuellement d'autres fonctions, mais en tout cas pour la rotation, ça marche pas mal. Alors, voyons un petit peu pour la lampe maintenant. Comment est-ce que nous allons faire la lampe qui était sur la table? Eh bien, ce sera un cylindre. Donc, je vais ajouter un mèche cylindre. Voilà, hop, c'est un peu grand, donc je vais diminuer. Alors, une chose qui est un peu ennuyante dans Blender, et je ne sais pas si un jour ils vont changer ça. En tout cas, c'est pas là. C'est pas encore fait. Ce sera peut-être une chose à demander d'ailleurs. C'est qu'on puisse changer les valeurs de création des primitives à n'importe quel moment. Mais ce sera peut-être faisable quand on aura cette fameuse interface entièrement nodale, enfin tout en node. Je pense que là ce sera un peu plus facile. Enfin bon, pour le moment on n'a pas ça. Donc ici le problème c'est que moi je ne voulais pas avoir autant de divisions sur mon cylindre. Donc je vais recommencer. C'est ça le problème. Quand j'ai créé mon objet, j'ai une fenêtre, c'est le cas de le dire, une fenêtre dans laquelle je peux changer des choses. Et c'est juste au moment de la création. Si je le déplace, c'est fini. Ces options disparaissent. Donc ici, je vois vertice 32, c'est le nombre de faces qui forment le contour de mon cylindre. Je n'en veux pas autant, j'en veux 16, ce sera largement suffisant. Et je peux changer d'autres valeurs, la hauteur, le radius, etc. Donc je peux aussi le rendre plus fin, le rendre plus petit, enfin en changeant différentes options. Changer la forme de la surface qui ferme au-dessus et en dessous. Est-ce que c'est un n-gon, donc c'est-à-dire une face qui a un certain nombre de sommets, on ne sait pas combien, ou est-ce que c'est des triangles, ou est-ce que c'est rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surface qui ferme le cylindre. Je vais garder le n-gon, on verra après comment on va s'arranger avec ça. Donc, je vais déplacer, et donc là maintenant c'est fini, je n'ai plus accès à ces données, donc si je me dis oh mais finalement je ne voulais pas 16, je voulais, mais c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Et je vais encore changer sa taille et je vais même en fait l'aplatir parce que je vais partir du pied de la lampe. Si vous vous rappelez les modèles de lampe, c'est un petit, vous voyez que c'est un petit disque, il y a le pied et puis il y a la lampe. Et donc on va faire pareil. Donc j'ai le pied, alors SZ pour l'écraser, pour ne pas qu'il soit trop épais. Je vais venir sélectionner ma face supérieure, faire un inset, vous vous rappelez l'inset I, hein, pour inset, puisque inset ça commence par I. Je fais un extrude, et donc là j'ai mon pied, le pied de ma lampe, hein, voilà, pas plus difficile que ça. Je vais ajouter ici un petit truc, histoire de faire une petite triche, on ne verra pas l'intérieur de la lampe, donc je vais extruder légèrement, changer la taille, et donc faire le dessous de... Voilà, éventuellement après je tricherai encore mieux. Pour le moment en tout cas, je vais extruder ça et l'élever, légèrement le resserrer, voilà. Et ici, je peux faire un autre inset pour donner une petite épaisseur à la paroi de ma lampe et une petite extrusion pour rentrer à l'intérieur. Alors ici, le truc c'est que finalement, je me dis qu'une extrusion de ces faces serait pas mal non plus. Alors avant ça, je vais faire un petit CTRL R et je vais pouvoir rajouter une division ici.
Chose très intéressante, le contrôleur fonctionne ici sans problème parce que ce sont des quads. Le contrôleur ne marche que sur des quads. Quad, donc c'est une surface qui a 4 sommets. J'ai 4 sommets, donc si je suis en mode point, je vois 4 points qui forment la surface. Donc le point là, ce point là, ce point là forment cette surface-ci. Donc si je veux utiliser le loop cut, donc le contrôleur, il faut que je sois sur des quads. C'est pour ça qu'on aime tant utiliser les quads. Si je maintiens, je reviens en mode face, je maintiens le Alt enfoncé et que je clique sur un des edges qui séparent deux faces, eh bien je vais sélectionner l'ensemble des faces. Et donc ici, je pourrais aussi faire une petite extrusion, la remonter légèrement, changer la taille, et peut-être pas trop quand même. Et l'idée ici, en activant la transparence, je peux voir jusqu'où je vais, histoire de ne pas avoir de problème, de ne pas rencontrer celle qui est au-dessus. Je vais resserrer légèrement, voilà, comme ça je peux voir que je crée une paroi. Et donc je vais avoir deux, on va dire, des faces qui vont être relativement à l'intérieur sans être à l'intérieur, mais je n'ai pas besoin de ces faces. Donc je peux m'en débarrasser, delete, face, voilà. Et donc en fait, j'ai maintenant quelque chose qui est ouais, plus ou moins. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est faire rejoindre ces deux éléments-là. Donc, pour faire facile, je vais en fait faire une opération qui est parfois assez utile, mais qui va nous... C'est pour ça que on va la faire 16 fois, tant pis. En fait, l'idée, c'est que je vais souder le point qui se trouve là et celui-là. Donc, je vais venir en mode point. Je vais souder ce point-là sur ce point-là. Donc, je vais sélectionner ce point, ce deuxième point, Alt M, at last. Donc, en gros, je soude sur le dernier. Je le sélectionne, je sélectionne l'autre, Alt M, at last, et ainsi de suite. Je reproduis, at last, etc., etc. Et donc là, je vais souder voilà. Ouais, non, là j'en ai sélectionné un peu trop. Hop, Alt M. Et je fais ça donc les 16 fois. Alors, si vous dites, ah, mais il devait avoir un moyen de reproduire la dernière opération qu'on a fait un certain nombre de fois, etc. Il y avait ça dans un menu Tools, qui maintenant est devenu une série d'icônes. Et donc, est-ce que je peux reproduire la dernière opération non, pas là-dedans. Donc, allons voir dans Mesh. Pas face, non. Mesh non plus. Select View. Non, non. On n'a pas cet outil pour refaire la dernière opération. J'imagine qu'ils remettront ça un jour où elle est vraiment disparue. Ah, mais si, voilà. Voici. Repeat last. Shift R. Donc c'est le raccourci clavier. Donc je vais sélectionner ici, majuscule R, et voilà, c'est parti. Et je gagne un peu de temps. Donc je sélectionne celui-là, majuscule R, celui-là, puis celui-là, majuscule R, celui-là, puis celui-là, majuscule R, celui-là. Enfin, vous avez compris. Voilà, donc c'est super. Et puis là, j'ai une ligne d'edge dont je n'ai absolument pas besoin. Ben, forcément, je ne vais pas la garder. Donc, Alt enfoncé, je clique sur... qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas la prendre? Il ne me l'aurait pas soudé. Ou alors... Ah oui. Ok, donc là, j'ai créé un problème. Parce que mes faces ne sont pas toutes alignées de la même manière. Donc, ce que je vais faire, c'est reprendre toutes mes faces,
rentrer dans le menu Mesh, Normal et recalculer Outside. Alors ça, peut-être qu'il aura un petit peu remis de l'ordre, ou pas. C'est parce qu'en fait ici, j'ai fait joindre deux faces qui ne devaient pas se parler, théoriquement. Un peu triché sur la manière de faire. Donc revenons sur ma sélection. Non, il ne veut toujours pas. Et on voit bien qu'il y a une petite... Donc si je reviens en mode... Ah mais oui, j'ai oublié la surface qui est là. Ça c'est le... On n'a plus ce petit carré sur les surfaces, c'est bien dommage. Vivement que ça revienne. Delete, face, voilà. Et donc là, ça va être possible. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de... On ne voit pas le lien, etc. Ouais, mais c'est pas grave, on n'ira pas... si vous voulez vraiment, on va faire un truc. Allez, on va faire un truc parce que c'est vous. Mais c'est bien parce que c'est vous. Donc, je sélectionne l'edge qui est là. CTRL D. Je vais faire un petit bevel. Et je vais sélectionner des faces. Une sur deux. Genre, voilà. Hop, hop. Hop, 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 pas celle-là ni celle-là, et celle-là. Voilà. Une petite extrusion. Clic droit pour sortir de l'extrusion. Je vais certainement pas laisser mes faces extrudées là où elles sont. S. Ah, mais j'avais pris trop de faces. Ouh, pas bon plan. CTRL Z. Voilà. Resélectionnons les bonnes faces. Voilà. CTRL Z peut quand même vous aider, même si c'est pas le meilleur ami que vous ayez. Je fais mon extrusion. Je clique droit pour sortir de l'extrusion. S pour changer la taille. Et je ramène tout ça vers le centre. Pas tout à fait dessus. Et je vais déliter ces faces. Delete face. Alors, je vais reprendre maintenant le bord de mon tube là. Alors, ramène-toi bord de mon tube en edge. Donc, Alt, je sélectionne, petite extrusion et je déplace en hauteur, quelque chose comme ça. Et je vais fermer cette face. Donc, j'appuie sur F. F. Non, ça ne marche plus, c'est F. Ah, ça c'est dommage. Ah si, ça marche. Voilà. Oui, il fallait attendre un petit peu qu'il veuille bien le faire. Donc, F, on ferme la forme. On crée une face, en fait. F, c'est face. Donc, l'idée, c'est que je vais pouvoir souder, en fait, les points qui sont ici et les points qui sont sur le truc. Donc, ça va refermer, resserrer aussi un petit peu ici. On va refaire la même opération que ce qu'on vient de faire précédemment. On va souder sur la dernière face. Donc ici, pour le faire, il faut absolument que je délite les faces qui sont au milieu des points qui seront soudés. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc je sélectionne cette face-là. Je m'en débarrasse. Delete, face. Celle-là aussi. Enfin bon, je vais d'abord les sélectionner. Et voilà, donc chaque fois... Puisque je suis parti du même nombre de segments, il n'y aura aucun problème, ça va forcément coller. Voilà, donc delete ou X, ça marche aussi. Et l'idée, c'est que je vais souder les points, donc, ou je pourrais faire un bridge, mais bon, c'est pas très intéressant. L'idée ici, c'est que je voudrais resserrer en même temps. Un bridge, en fait, c'est faire une liaison, un pont entre ces edges là et les edges qui sont ici. Enfin, donc ce edge, c'est ce tour de edge ici et ce tour de edge là. On crée un pont. On aura sans doute d'autres occasions d'utiliser cet outil. Mais ici, on va encore ressouder les points. C'est tellement mieux de refermer les choses. Donc, tac, tac, Alt, M. Il faut au moins le faire une fois. Et puis après, hop, hop, majuscule R. Et on vient se placer. Et faites bien attention de ne pas souder les mauvais points ensemble.
Et on se retrouve dans quelques instants. Alors, il se peut que vous perdiez la répétition de l'outil parce que vous avez cliqué 2 fois sur un point et la dernière opération que vous avez faite, ben, c'était de cliquer sur un point, c'était plus de les souder. Et donc, dans ce cas-là, vous devez réactiver l'outil, refaire Alt, un Alt M et last. Alors, regardez aussi que ici, par exemple, je ne vois plus le point, j'ai une sorte de problème de caméra qui ne voit plus mes éléments parce que je suis trop près. Je suis trop le nez dedans. Donc il faut parfois un peu bouger la vue pour pouvoir voir quelque chose. Donc je vais revenir ici. Donc Alt M, at last. Hop, hop. Ah, là je vais avoir un problème à mon avis. Voilà. Alt M, at last. Donc il s'agit de se placer au bon endroit pour faire des sélections. Et là ça ne marchera pas. Donc Alt M at last. Pas toujours évident quand on est à cette échelle. Voilà. Donc me voici avec la lampe, enfin l'abat-jour qui est accroché. Alors, est-ce que c'est un très bon choix esthétique que ce soit aussi large? Peut-être pas, mais on s'en fout. Hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer quelques outils intéressants. Et je vais maintenant faire, bien sûr, l'ampoule, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Donc, je fais une extrusion, je refais une autre extrusion, je change la taille, je refais une extrusion, peut-être pas aussi haute, voilà. Légèrement changer la taille, extrusion. Alors, je vais venir ici changer la. Oups. Ouais, encore un petit peu. Voilà, ici. Mettons. Peut-être qu'elle est un peu haute, tout ça. Donc, je vais sélectionner majuscule. Alt enfoncé et je diminue ça, je change un petit peu le... Qu'est-ce que ça donne ça? Parce que je fais ça dans un axe qui n'est pas des plus faciles. Est-ce que ça fait ampoule? Ouais, plus ou moins. Ampoule du 21e siècle, quoi.
Alors, hop, voilà. On peut presque dire que ça fait ampoule. Et si je veux faire un peu moins spécial ici au-dessus, hop. Ouais, la transparence des fois c'est un peu ennuyant, je vais l'enlever. Donc je vais revenir en mode face, inset, voilà, et je le soulève légèrement pour arrondir. Est-ce que je n'ai pas un peu trop déplacé la chose? Oui, je crois que je suis parti un peu sur le côté. Donc je vais corriger ça. Je sélectionne majuscule Alt pour sélectionner et je redresse. Alors 7 pour être en vue du dessus et comme ça je peux un peu mieux me replacer par rapport à mes axes puisque je suis vraiment au centre de mes axes. Donc ben voilà, j'ai la lampe. Et donc là, c'était encore du box modeling, même si c'était pas tout à fait. Alors, je vais me placer sur la table. Donc en 3D, on place les objets un sur l'autre, je veux dire visuellement, parce que sinon ils se rentrent l'un dans l'autre. On va le mettre ici au milieu, voilà, qui est très bien. Et on va en mettre deux, allez, hop, Shift D, et voilà. Et bien sûr, je vais les smoother. Donc je vais dans Shade Smooth et je vais dans Objet Shade Smooth. Et on voit ce truc comme ça, cet effet qui est dû en fait au fait que je suis dans mon éclairage, donc le Shading Studio. Si je passe en mode, comment dire, en mode texturé, ben on voit qu'il y a quand même encore un truc qui reste. Donc on va voir comment on peut corriger ça. Alors je vais me débarrasser de ce duplicage, je vais d'abord le faire sur un seul avant de le redupliquer. Ok, essayons de voir en rajoutant une subdivision, donc CTRL R, qu'est-ce que ça donne? Ça va déjà un petit peu mieux, on va le faire pareil au-dessus, CTRL R, voilà, et donc on a quelque chose qui est un petit peu plus sympa. Est-ce qu'on doit faire pareil vers l'intérieur? Ça devrait aller. Ok, voilà. Et donc maintenant cet objet peut être dupliqué, Shift D, et voilà. Un truc, c'est vrai que... Enfin bon, si vous voulez, vous pouvez un peu élargir la base, histoire de faire un peu plus lampe. On va le faire, allez. On va le faire, soyons fous, je viens de penser à ça là tout d'un coup. C'est vrai qu'on pourrait... alors ça, je vais le remonter. Et c'est celui-là que je vais... peut-être le redescendre légèrement. Voilà. Oh, comme c'est joli. Voilà, voilà. Là, un peu Ikea comme ça. Et ici, on peut aussi rajouter une division. On va ramener. Hop, 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 hop. Voilà. À la limite même, on peut sélectionner ces edges-là, changer légèrement leur taille et créer une sorte de petite évasion, enfin côté un peu évasé, en bas du pied. Ici, pareil, rajouter une division pour dire d'atténuer cet effet. Et une division par là au-dessus, voilà, et peut-être une division ici au-dessus aussi. Ok, voilà, qui est déjà plus intéressant. Et bien maintenant, on peut le dupliquer, enfin définitivement, et voilà, j'ai ma table, mes deux lampes et mes 4 chaises. Et vous pouvez sauver ça, machin, etc. Donc là, on a fait la modélisation. Il ne s'agit pas non plus ici maintenant de faire la texture, machin, etc. On est sur la modélisation. Ça, c'est le box modeling. Là, on était dans le polygone. Et dans le merveilleux monde de la 3D, il y a un deuxième univers qui est le monde des NURBS. N-U-R... non, attendez que je ne dise pas de bêtises. N-U-R-B-S. Non-Uniform Relational Basepline. Alors,
quand vous savez que NURB ça veut dire ça, ça fait un petit peu genre, oui, moi la 3D, tu comprends, c'est mon Donc métier, l'idée c'est qu'on peut utiliser NURB, aussi c'est un cette forme uniforme de modélisation relationnel. Donc là pour le moment on était dans une collection. Donc l'idée c'est qu'on peut utiliser aussi cette forme de modélisation. C'est comme un Donc là pour le moment on était dans une collection ou plutôt dans Illustrator. Et donc on va par exemple nommer les choses pour ne pas les laisser comme ça. Donc je double-clique ici sur le nom dans mon Explorer en haut à droite. Je vais mettre ça chaise. Ça va être la chaise, mettons 01. La lampe 02. Voilà. Alors, paf, le light ici, ça c'est la lampe c'est cette lampe-là qui éclaire ma scène. Bon, dans l'absolu, j'en ai pas spécialement besoin. Et comme on va faire un truc interactif, les lampes, on va jamais vraiment les utiliser, ou peut-être pour récupérer des textures, on verra ça. Mais pour le moment, on n'en a vraiment pas besoin, donc on va s'en débarrasser. Hein. Pas besoin, X, delete, voilà, pas besoin de la lampe. La caméra, allez, on va se la garder juste pour le plaisir, mais je ne sais pas si on va beaucoup s'en servir. Donc on a la première collection, et ce sont la table et les lampes. Alors, cette collection, je peux la cacher. Hein. Je cache l'œil, un peu comme, encore une fois, comme dans Photoshop ou Illustrator. Donc je vais créer une nouvelle collection. Et dans cette nouvelle collection, donc je la sélectionne et je vais ajouter, cette fois-ci, je vais prendre un bézier. Donc c'est une courbe. Et donc dans ma collection 2, j'ai un bézier. Alors cette première collection, on va peut-être pouvoir la renommer colle pour collection. Alors ce sera colle polygone. Et l'autre, celle-ci, ce sera colle NURBS. Enfin, NURBS, ouais. Blender, ce n'est pas du tout un logiciel qui gère les NURBS. Son intérêt, c'est les polygones. Et on va voir qu'on va utiliser quelque chose qui ressemble à des NURBS, mais c'est pour après les transformer en polygones. Donc si je prends maintenant, par exemple, cette courbe, elle a aussi un edit mode, un mode sous-objet. Et on voit donc que j'ai des espèces de béziers. Donc là, je vais revenir à, oui, c'est toujours la même chose, dans mon outil de sélection. Donc si je veux que ici aussi, dans les sous-objets de mes courbes, je puisse aussi accéder à même raccourci clavier qu'avec mes objets, je dois aussi lui rajouter, voilà, et sauver mes préférences. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, donc j'ai des espèces de béziers qui me permettent de déterminer à quoi va ressembler ma courbe dans mon espace 3D. J'en ai deux en fait, 2 points avec chacun ses barres de contrôle. Et j'ai aussi ces petites flèches de direction qui me donnent le sens de ma courbe. En fait, les courbes ont un sens. Ça part d'ici, ça va vers là. Et c'est important quand on fait certaines choses, comme par exemple animer un objet qui se déplace le long d'une courbe. Genre, vous voulez faire un 8 aérien, eh bien, vous allez avoir un chariot qui va suivre un certain chemin. Et bien, ce chemin, ça va être une courbe comme celle-ci, avec un sens. Il y aura un début et une fin. Pour pouvoir cacher ces petites flèches qui, quelque part, sont très intéressantes, mais parfois peuvent être un peu ennuyantes, en fait, ça ne se passe pas dans le menu qui est là, mais plutôt dans le menu Overlay. Et nous allons donc décocher les normales de ces courbes. Alors ici, je suis sur un axe, mais voilà, si je déplace mes béziers, vous voyez que effectivement, maintenant j'ai une courbe, mais je n'ai plus ces petites flèches, mais je sais qu'elle part de ce point où je suis là maintenant pour aller à ce point-là. Je pourrais toujours réafficher et voir d'où ça va et d'où ça vient. Donc, l'idée, c'est que ce serait bien si j'avais plus de points.
Donc si je sélectionne ces 2 points, que je vais dans segment, je peux les subdiviser. C'est quelque chose que je peux quand même avoir besoin de faire plus souvent. Donc ici, si je resubdivise, à chaque fois, il va me faire un point entre 2 points sélectionnés. Comme tous les points ici sont sélectionnés, il va m'en faire un ici et un là-bas. Mais c'est quelque chose qui peut, je peux aussi donner un certain nombre, dès le départ, un certain nombre de subdivisions dont je peux avoir besoin. Et c'est quelque chose que je peux avoir envie de faire souvent. Donc, ce que je peux faire quand je fais un clic droit, et c'est valable pour n'importe quel outil, je peux ajouter à un Quick Favori. Faisons ça. Quick Favori, c'est Q. Et donc, quand j'appelle Q, j'ai Subdivide. Et hop, je peux, comme ça je ne dois pas aller dans le menu, j'appelle Q là où je suis et le menu va apparaître juste à côté, comme ça je ne dois pas glisser ma souris jusque tout au-dessus et compagnie. L'idée c'est toujours en faire le moins possible. Hein. C'est un peu ça, l'infographiste un peu intelligent ne travaille pas outre mesure. Alors je vais faire par exemple ce genre de choses, mais bon je peux aussi un petit peu éditer ça en 3D, parce que là je suis resté sur une vue plan. Donc mettons quelque chose comme ça, et donc là j'ai vraiment les béziers. Les béziers en 3D, c'est quelque chose, il faut s'y habituer, c'est pas facile, parce qu'on a tout de suite un axe de plus, et l'air de rien, c'est moins évident que ce que vous ne pourriez croire. Voilà, mettons une forme comme celle-là, et l'idée c'est que moi ce que je voudrais faire, c'est un tube le long de cette courbe. Un tube qui épouse cette courbe. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est déterminer un segment de ce tube. En gros, un cercle. En gros, je sors de là, je vais ajouter un cercle. Donc toujours dans le menu Curve, je vais ajouter un cercle. Ce cercle n'a pas besoin d'être aussi gros, évidemment. Et alors on pourrait croire que voilà, on va faire en sorte que le cercle se déploie sur la courbe. Ouais, presque. En fait, on va aller dans les propriétés de la courbe. Donc les propriétés de la courbe, c'est la petite crolle avec les 2 points. Et là, on va lui dire dans, je pense que c'est dans géométrie, on va lui dire que elle va faire un bevel sur le cercle. C'est un peu bizarre cette idée de bevel. Donc on a utilisé le bevel en polygone, c'était pour faire des chanfreins, enfin des bords légèrement cassés. Ici on est dans quelque chose de différent. C'est comment j'utilise le segment pour faire finalement un tuyau. Donc vous voyez qu'il y a aussi des petites des endroits où ça coince un petit peu, et donc là c'est les limites un petit peu de cet outil. Je peux changer la taille. Si maintenant je veux faire quelque chose d'un peu différent, comme par exemple avoir une certaine section, d'un certain diamètre au début, et puis au début et à la fin, quelque chose de différent, je vais utiliser le taper. Et je vais reprendre mon segment en allant chercher dans ma scène avec la pipette, ou alors en le sélectionnant dans la liste. Et donc là tout de suite on va voir que j'ai une certaine taille qui s'amincit au fur et à mesure du parcours. Alors si je sélectionne mon segment justement et que je change sa taille, bien là je peux retrouver quelque chose qui ressemble un petit peu plus soit à une corne, vous voyez, un truc d'abondance là, machin, une corne d'abondance, oui, ce genre de choses. Bon, bref, imaginons que j'ai cette forme et que quelque part ça m'intéresse. Donc je vais passer en rotation, je vais un peu la changer, hop. Voilà. Petite rotation en X. Imaginons, par exemple, des cornes. Alors, RY.
Voilà. Et l'idée, c'est que ces cornes, il m'en faut 2. Donc, je vais, comme tout à l'heure, faire un apply location. Voilà. Et je vais en même temps faire un apply rotation and scale. Ouais, donc là, j'ai un petit souci avec la taille. Rechangeons cette taille. Voilà. Ok, donc maintenant je vais peut-être en faire un miroir. Avant de la dupliquer en miroir, je vais la transformer en polygone. Alors pour le moment, j'ai énormément de définitions. Même si c'est encore par moment un petit peu limite, il faudrait peut-être encore même en avoir plus. J'en ai quand même beaucoup. Parce qu'elle est définie, cette courbe est définie par un certain nombre de... une certaine résolution en nu. Donc, si je rentre au niveau de ces... voilà, si je vais voir en wireframe, et donc dans l'overlay, j'augmente les wireframes, on voit que j'ai beaucoup de polygones potentiels. Si je change la résolution en nu, je vais à un moment donné tuer un peu mes courbes, donc je ne dois pas descendre trop bas. Mais ici, je vais descendre de moitié. Là, j'ai résolu le nombre de divisions en nu. Maintenant, il faudrait que je vois en V, donc c'est-à-dire le nombre de lignes finalement que j'ai tout le long. Et ça se passe par rapport à la définition de mon segment. Donc mon segment, il a aussi un certain nombre de définitions. Et alors évidemment ici, comme j'ai utilisé le taper, ça va un peu jouer aussi sur sa taille. Donc je vais devoir retravailler un peu ça. Voilà. Alors imaginons que je veux cette proportion-là. Genre... Voici, donc là j'ai diminué parce que j'ai diminué ma résolution nue de mon segment, donc c'est devenu quelque part cette résolution en nu du segment est devenue la résolution en V de ma corne. Enfin, ne rentrons pas dans des considérations trop techniques par rapport aux NURBS parce que c'est quelque chose qu'il faut juste utiliser pour certaines facilités. Ce genre de forme est très facile à faire avec ce système-là, beaucoup plus difficile si on devait le faire en polygone. Et donc, je vais revenir en shade, enfin en solide. Et donc, maintenant, l'idée, c'est que je vais transformer ça en polygone. Parce que je suis sûr que je n'en aurai pas trop. Donc, je vais sélectionner cet objet. Et je vais aller dans Convert to. Et ce sera un objet mesh. Donc, ce ne sera plus une surface, ce sera un polygone mesh qui va être créé depuis une courbe. Donc c'est cette deuxième option. Donc là maintenant, quand je regarde ces sous-objets, eh bien je vois qu'effectivement j'ai le nombre de polygones qui était montré dans la prévisualisation. Alors est-ce que je garde cette surface là ou pas, ça c'est un peu à voir, mais imaginons que pour le moment je vais la garder. Une fois que j'ai cet objet, rien ne m'empêche d'en faire un miroir. Hop. Et donc j'ai une paire de cornes. Voilà, genre. Si je prends maintenant une troisième collection, donc je vais cacher celle-là. Je vais me faire une nouvelle collection. Ce sera col texte. Et je veux créer un texte, donc je vais ajouter. J'ai un texte. Alors, ce texte, donc point sur le clavier numérique pour focaliser dessus. Si vous n'avez pas de clavier numérique, il faut aller dans View et Frame Selected. Et donc, si je veux changer ce texte, donc pour le moment, il y a le mode texte qui est écrit, je rentre en sous-objet, et là, j'ai l'équivalent d'un traitement de texte, c'est-à-dire que si je fais backspace, donc
le delete qui se trouve sur le clavier au-dessus du enter, je peux retaper un texte. Bonjour. Voilà. Je peux dans les propriétés de ce texte aller changer la fonte. Je vais prendre, donc ici on a plusieurs options, mais en général on travaille par rapport au régular, donc je vais chercher dans mon système, si je vais sur mon disque, dans mon système, Windows, font, alors c'est dans font, voilà, je peux activer la visualisation de ces fontes, donc avec l'icône qui se trouve ici, donc à côté du 1Z là, je peux avoir une idée de ce à quoi ressemble la plupart des fontes. Peut-être que dans certains cas ce ne sera pas exactement, ça dépend un peu de si c'est une fonte officielle ou si c'est une fonte téléchargée sur un site quelconque, genre Dafont par exemple. On n'a pas toujours allez, je vais prendre cet aspect. Voilà, bonjour, ok. Je peux donner différentes idées, comme par exemple légèrement les pencher ou pas. Enfin, un peu tout ce qu'on pourrait faire dans l'absolu dans un truc comme Photoshop aussi. On s'en rapproche. Hein. Je vous dis toujours qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas comparer. Mais bon, voilà, on peut extruder un peu pour donner un peu de volume. Hein, tout de suite, ça donne un peu plus intéressant. Il y a une histoire de bevel aussi qui va nous permettre de casser un petit peu les bords. Et donc ça va accrocher la lumière. Voilà. Donc je reviens en mode objet. Parce que finalement, je ne dois plus changer, j'ai gardé ce mot-là. Donc je peux revenir en mode objet. Alors je vais le redresser un petit peu, RX90. Voilà, donc ce n'est pas du polygone, c'est pas du NURBS, c'est du texte. Ça ressemble à du NURBS, c'est un peu un mi-chemin entre le NURBS et le polygone. Et donc il faudra aussi le convertir en objet si on veut commencer à éventuellement jongler avec des déformations ou un certain type d'animation qu'on pourrait faire, de morphine ou Dieu sait quoi sur les lettres. Donc si je prends cet objet et que je le transforme en polygone, donc convert to mesh from, voilà. Donc je vais avoir en mode sous-objet différents objets. Mettons, CTRL L pour sélectionner ce qui est linké. Alors ce que ce soit peut-être plus facile tout de suite, je vais passer dans mon mode X-Ray en mode de sélection et je vais tracer une sélection ici comme ça. Voilà, j'ai bon et ça je peux le déplacer, c'est avec ma flèche maintenant. Hop, et voilà, ça devient bonjour par exemple, où je peux animer. Je n'aurais pas pu le faire si je n'étais pas passé en polygone parce que je ne pouvais pas sélectionner une partie du mot par rapport à l'autre, mais voilà, et donc je pourrais commencer à animer le fait que bon arrive et puis jour arrive par exemple, et avoir une animation de texte genre, voilà, ce serait une potentialité. Donc on a vu les NURBS, on a vu le texte. Voyons un petit peu encore 2-3 petits outils qui peuvent être intéressants. On va créer une nouvelle collection. On va appeler col divers outils. Genre, par exemple, imaginons que j'ai un... Je vais prendre un cube pour simplement avoir un objet. Un cube. Et ce cube, je veux en faire une certaine distribution. Allez, je vais faire comme un escalier, par exemple. Donc, je vais d'abord lui donner une taille en X. Voilà. Et puis, on va quand même un peu changer tout ça, en faire une dalle. Hein, voilà. SY. Et donc cet objet, je peux en faire un array. Donc c'est un modifieur que je vais ajouter sur l'objet.
et ça va faire en fait une duplication avec une certaine modification. Donc si je viens dans les modifieurs, je vais créer un array. Alors ici dans ce cas-ci par défaut il me donne un array avec un déplacement de 1 sur les x, mais ce n'est pas ça que je veux. Mettons que je veux un déplacement de 1 sur les y, mais aussi sur les z, et peut-être pas tout à fait de 1 sur les z, mais de 0.8, pardon, 0.8, non, pas sur les y, pardon, 0.8 sur les y et de 1 sur les z, voilà, et peut-être c'est 0.7, ok, mais ce n'est pas un 2 que j'en veux, c'est plusieurs, et voilà, je fais un escalier. Alors évidemment, ça va dépendre un peu de la marge de l'espace que je donne. Si à la place de 0.7, je dis 0.5, je resserre un peu mon escalier. Donc ça, c'est une possibilité, jouer sur l'arrêt. Et si je veux jongler sur un décalage, mais je ne vais pas pouvoir le faire tourner, on est d'accord. Ici, je suis dans un dans l'idée de déplacement. Je ne suis que sur des positions, pas sur des rotations. Si je fais un décalage, 1 c'est peut-être un peu beaucoup, 0.2, et donc je vais avoir mes marches qui vont légèrement sur le côté. Donc encore une fois, ce ne sont pas des rotations. Mes marches, je ne suis pas en train de faire un escalier en rotonde. Donc, genre, ça c'est le array. C'est assez intéressant. Si maintenant je prends, je vais reprendre un autre objet, mettons un cube. Voilà. Ce cube, je vais le dupliquer, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est faire une duplication circulaire de ce cube. Alors, pour faire cette duplication, donc je vais faire un spin. Alors, le spin, si maintenant j'utilise le gizmo qui est à ma disposition, je vois que je peux commencer à multiplier et je vois où en sont mes multiplications. Donc je peux multiplier mon objet par rapport au centre. Donc une fois que je suis content de ça, ben j'ai un objet et je vais le déplacer. Alors le point de pivot est au milieu de mon objet d'origine. Et imaginons que je veuille faire une rotation en Y de 90 degrés, RY90, ou peut-être moins 90, RY moins 90, et voilà, j'ai mes cubes qui sont distribués de manière, alors je vais enlever cette transparence, donc le spin peut être intéressant pour distribuer de manière circulaire. D'aller sur internet pour aller chez Blend Swap par exemple, Blend Swap, swap.com. Donc c'est une base c'est une banque d'objets. Il y a du bon et du moins bon, il y a de l'excellent et de l'horreur, il y a des vieux machins et des nouveaux machins, il y a des trucs on se demande comment les gens ont osé mettre ça, il y a des trucs on se dit waouh, et ça c'est gratuit, mon Dieu, comment est-ce possible? Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a pas mal de choses, et ce ne sont que des fichiers compatibles Blender directement. Vous chargez le fichier directement dans Blender. Voyageons vers d'autres comme CG Trader par exemple.
si j'ai Trader Free, voilà, Free Trader Model, Free, hop, vient seulement. Il en est où lui? 4 minutes, ok. Ça va plus vite en général, mais là pour le moment c'est un peu lent chez moi. Donc c'est normal, on est le week-end et tous les gamers du coin sont en train de me prendre toute ma bande passante. Alors là on a encore d'autres types de modèles. Ce à quoi vous devez faire attention quand vous n'êtes pas dans une base spécialisée Blender, c'est que certains formats ne seront pas compatibles, ne pourront pas être chargés dans Blender. Donc vous pouvez prendre tout ce qui est OBJ. FBX, souvent ça marche. Oubliez C4D, ça ne marchera pas. OBJ, donc ça c'est clair. FBX, oui. Blend, c'est Blender, donc forcément oui. 3DS, ça peut fonctionner, c'est un très vieux format. DAE, c'est très bien, c'est Collada, DAE. M1 c'est Maya, MB aussi, vous oubliez, vous avez besoin de ces logiciels pour les ouvrir. 3D Max c'est pareil. Donc le format qui va vous intéresser le plus c'est l'OBJ, parce que c'est un peu l'équivalent du JPEG pour la 3D, l'OBJ. Alors vous avez un autre site qui s'appelle TurboSquid, qui ont beaucoup de modèles payants, mais qui ont aussi des modèles gratuits, et pas forcément du mauvais. Encore une fois, ce qui va vous intéresser, c'est surtout les OBJ et les FBX, sachant que les FBX n'avaient pas toujours, idéalement, OBJ reste le meilleur. Quand vous avez téléchargé un modèle, prenons par exemple celui-là, il vient de chez TurboSquid, donc vous avez un objet, un fichier OBJ et un fichier MTL. Donc OBJ et MTL sont deux fichiers qui fonctionnent toujours ensemble. MTL, c'est les informations de texture. Donc dans ce cas-ci, ce fichier-là, on a un fichier OBJ, on a des informations de texture et on a les différentes images qui servent pour les textures. Je vais charger celui-là dans Blender en attendant que les autres arrivent. Donc je reviens dans Blender, je vais me débarrasser du cube et je vais importer mon OBJ qui se trouve sur le bureau. Sample Ship, import OBJ. Alors par défaut ils sont toujours trop petits ou trop grands ou quelque chose, donc on va d'abord recentrer son point de pivot. Donc transforme, non c'est pardon, cette origine to géométrie, je change sa taille, voilà, et je le remets à 0. Ta position, voilà, il fallait que je le sélectionne. 0, voilà. Alors je peux passer dans le Workspace Shading. Et ici, en fait, il va trouver tout seul comme un grand son matériel. Là, pour le moment, il a trouvé surtout le matériel color, hein, donc l'image qui sert pour la texture. Maintenant, j'ai une autre image à disposition. Majuscule D pour dupliquer. Si je vais chercher dans le dossier, j'ai un underscore S pour spécular. Alors, en fait, ici, on va plutôt le mettre dans le roughness. Et donc, voilà, à part qu'il brille un peu trop, surtout là où il ne faut pas. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est qu'il brille peut-être plus sur le cockpit que sur la carlingue, ou alors on devrait modifier ce roughness. Là, on n'a plus de contrôle sur le roughness. Donc, petit truc par rapport, c'est pas, ce n'est pas un exercice sur les matériaux, mais petit truc si vous voulez atténuer l'effet d'une texture. Évidemment, maintenant vous n'avez pas de slider ici pour diminuer l'effet. Donc, vous pouvez ajouter en fait un converteur mat qui va multiplier, additionner.
Donc on va peut-être multiplier, l'effet par 0,5, et bien voilà, il va, le temps qu'il recalcule un peu son effet, il va diviser, bon allez, 0,1, donc il va diviser par 10 la valeur de la map. J'adore quand il fait ce qu'il me dit de faire. Multiplier par 3. Peut-être qu'on doit additionner, que ça marchera mieux en tout cas. Donc là, j'additionne dans la valeur qui vient, j'additionne une valeur. 1 peut-être, ou 0,2. Ouais, 0,2 sera plus intéressant. Et donc on voit déjà que c'est beaucoup plus... comment dire, moins l'éclat de brillance, quoi, beaucoup plus diffus. Alors si je fais 0,3, voilà encore plus. Et donc c'est comme ça que je vais atténuer. C'est en additionnant, multipliant, ça allait un peu trop loin. C'est en additionnant, comment dire, une valeur sur cette image-là. Donc en gros, je reviens, mais là je n'ai pas un slider, j'ai des valeurs que je rajoute sur l'effet que je mets sur le... Mais ça, c'est une petite digression par rapport à cet exercice, puisqu'on n'est pas là en train de faire la texture. Donc vous récupérez un objet, ok, il est peut-être bien, c'est peut-être ça qu'il vous faut, peut-être pas. Ou là, par exemple, c'est dommage que le cockpit est blanc, il faudrait que le cockpit soit plutôt, je sais pas, moins noir, et ce serait peut-être lui qui serait brillant et pas en fait le reste de l'appareil. Donc ça, c'est aussi un peu on va dire, le drawback, enfin donc le revers de la médaille quand on va chercher gratuitement des objets. Ben, des fois, il faut quand même travailler un peu pour dire de les améliorer ou de les transformer. Donc voilà, donc ça c'est déjà une bonne petite intro sur la modélisation. On aura l'occasion de voir encore d'autres choses, d'autres outils, des add-ons qu'on peut activer, des choses comme ça. En attendant, amusez-vous déjà avec ça, essayez de voir un petit peu comment vous pourriez déjà construire des choses en imaginant ce que vous pourriez faire à la façon de la table, les chaises et les lampes. Donc le box modeling, c'est quelque chose d'assez sympa. Et venez me voir mercredi qu'on discute de tout ça. À très vite. Bye bye.